À ma droite, Denis Duet, professeur de sciences politiques au sein de l'Université Saint-Louis Bruxelles. J'avais noté que vous présidez l'Institut d'études européennes, mais vous nous avez expliqué tout à l'heure que vous l'avez fait pendant trop longtemps et que c'est donc une époque révolue. 12 années 12 ans. Oui, bon, vous avez donné, c'est bien. Donc on va profiter de votre fine connaissance de l'ordre politique européen pour comprendre à quel titre cette date 1993, le traité de Maastricht, négocié, signé et ratifié après la réunification allemande, après la disparition de l'Union soviétique, devant aussi un environnement plein d'incertitudes, on peut dire, en quoi cette date constitue un tournant dans l'histoire de l'intégration européenne qui peut-être nous enseigner aussi quelque chose pour aujourd'hui. Il y a peut-être un héritage, on va essayer d'explorer ça. Alors, je me tourne et je tourne la caméra vers mon collègue Denis Duet, qui va aborder le deuxième jalon de notre voyage à travers le temps ce soir, donc l'année 1993. Donc on est à mi-chemin exactement entre ce traité de l'Élysée et le moment que nous vivons aujourd'hui, 30 ans exactement. Et tout au long de l'année 92, les 12 États membres à l'époque, à la communauté européenne, ont ratifié l'un après l'autre, tant bien que mal, j'allais dire, non sans difficulté, la signature de ce traité de Maastricht qui était survenu en février. En janvier 93, c'est aussi l'avènement officiel du marché unique, aussi dans un processus assez long, mais c'est une date aussi qu'on a retenue. Et il y a encore d'autres points de bascule, de changement vraiment importants que je vous laisse énumérer. Donc ma question de lancement à votre réflexion sur cette date, c'est: est-ce que 93, c'est un moment de bascule? Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que c'est un moment aussi dont les répercussions sont encore tangibles aujourd'hui? Merci pour la question, et donc je peux répondre là en tout cas de mon point de vue, sans aucune hésitation. Oui, c'est un moment de bascule, c'est un moment tout à fait fondamental dans l'histoire de l'intégration européenne. De mon point de vue, une étape majeure qui n'est dépassée dans l'histoire de l'intégration européenne que par la signature du traité de Rome de 1957. Pourquoi? Parce que le traité de Maastricht, c'est le passage de la communauté économique à l'Union européenne, ce qui marque donc la politisation explicite du projet européen, politisation explicite qui avait été écartée à l'origine pour rapprocher l'intégration par une méthode des petits pas, parce que parler de politique d'emblée avait été jugé trop compliqué à la fin des années 50. Et donc concrètement, c'est le passage de la communauté économique européenne à l'Union européenne, mais aussi l'idée d'une union désormais au service de citoyens et de citoyennes européennes. Ce que l'on crée à Maastricht, c'est aussi la citoyenneté européenne, qui ne remplace pas les citoyennetés nationales, mais qui se surajoute aussi aux citoyennetés nationales. Et donc on est à la fois citoyen de son État et citoyen de l'Union européenne. Et ça vient d'être dit, c'est aussi la mise en œuvre concrète d'un projet qui existe virtuellement depuis le traité de Rome, qui est ce grand marché unique, mais qui n'est pas que un projet économique et strictement économique ici. C'est le début, on n'utilise pas le mot, on l'utilisera à Amsterdam, de la mise en place d'un espace européen, qui est un espace commun dans lequel sont réalisées les 4 grandes libertés: libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes. Et là, c'est un élément tout à fait essentiel, me semble-t-il, parce que ce que l'on fait finalement, aux côtés de ce qui va devenir le premier pilier de l'Union, qui est en fait le marché économique, enfin la communauté économique européenne, on crée un deuxième et un troisième pilier. Alors c'est quoi ces deuxième et troisième piliers? Le deuxième pilier va encadrer la coopération des États membres dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune. Le troisième pilier, lui, va organiser leur coopération dans un domaine qui est alors présenté comme étant coopération policière et judiciaire en matière pénale, mais qui très vite, au gré des réformes des traités successifs, va intégrer un nombre croissant de matières. On va y parler aussi principalement asile, migration, frontières. Donc il y a Yves Pascot, un sale grand spécialiste de la matière. Donc voilà, lui en tout cas voit très bien de quoi je parle. Et pour moi, c'est vraiment une étape très importante parce que on change la nature même du projet européen.
on change la nature des institutions européennes, qui ne sont plus simplement là pour porter un projet de marché, un projet qui est d'abord et presque essentiellement économique, mais un projet beaucoup plus large, avec une ambition supérieure qui est explicitement politique. Ce n'est pas rien de dire que l'on va coopérer dans le domaine de la sécurité intérieure ou dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune. C'est en fait marcher sur ce qui est encore largement perçu comme étant les plates-bandes des États, des domaines régaliens dans lesquels, jusque-là, l'Union européenne, qui avant ne s'appelait pas Union européenne d'ailleurs, n'avait pas véritablement osé s'aventurer. Tout cela s'opère par ailleurs dans un contexte géopolitique en pleine mutation. Donc, dans l'intitulé de la conférence, vous avez distingué la paix espérée, la paix assurée, la paix menacée. Donc 93, ce serait la paix assurée. Et de fait, c'est la fin de la guerre froide qui est concomitante de l'adoption du traité de Maastricht, avec en quelques mois, en 1 an et demi à peine, la chute du mur à Berlin et puis la dissolution de l'Union soviétique qui intervient en février 91. Donc on est dans un espace temporel extrêmement ramassé, au cours duquel les mutations géopolitiques sont absolument majeures. Paix assurée peut-être, n'oublions pas quand même que très vite, en même temps même, c'est le déchirement dans l'ex-Yougoslavie, avec les déclarations d'indépendance de la Slovénie, de la Croatie, puis de la Bosnie-Herzégovine, qui vont plonger l'Europe dans la guerre. N'oublions pas ici qu'on parle de la guerre au cœur de l'Europe. Lorsque vous alliez en vacances en Grèce, vous preniez un avion qui devait faire le tour d'une zone de guerre pour pouvoir aller sur les plages grecques. C'est ça la réalité de l'époque. Donc la paix assurée, oui, mais ça dépend de quelle paix et comment on l'aperçoit. Alors ce qui m'a été demandé, c'est comme ça que j'ai compris, c'est de réfléchir à l'impact de ces bouleversements politiques, géopolitiques sur le projet d'intégration européenne au travers spécifiquement de la question de la paix. Alors en bon académique, je vous fais un petit pas de côté, Albrecht qui n'hésite pas à me dire quand je suis trop long, pour vous dire tout simplement que la question de la paix, elle est centrale dans le projet européen. Et c'est pas quelque chose qui débute dans la deuxième moitié du XXe siècle. Les premiers projets d'intégration européenne, ici je vais pas vous faire un cours sur le sujet, mais l'essai de l'abbé Saint-Pierre paraît en 1713-1717, c'est déjà un projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe. Il est suivi quelques décennies plus tard par le projet de paix perpétuelle d'Immanuel Kant, qui est généralement beaucoup mieux connu. En 1849, Victor Hugo prononce le discours inaugural du Congrès des Amis de la Paix, dans lequel il appelle de ses vœux les États-Unis d'Europe. Dans l'entre-deux-guerres, c'est le mouvement Pan-Europa, avec une figure comme Coudenhove-Kalergi, qui propose là encore un modèle d'intégration européenne. L'idée est toujours la même, c'est l'idée que seule l'intégration politique des États européens est à même d'assurer la paix, bien plus que ce qui jusque-là a été pensé comme étant la condition de la paix, c'est-à-dire l'équilibre des puissances. Donc on change le logiciel, mais tout cela échoue très largement, reste un projet politique qui ne trouve pas de concrétisation dans la réalité politique. Il faut attendre l'après-Deuxième Guerre mondiale pour que l'idée d'Europe rejoigne la possibilité concrète de faire l'Europe. Et là, je pense que l'historiographie de l'intégration européenne l'a bien montré, c'est un acteur extérieur qui est majeur, ce sont les États-Unis en fait, qui poussent dans le dos les Européens et les obligent d'une certaine façon, pour pouvoir bénéficier notamment du plan Marshall, de s'intégrer, et le contexte qui justifie cette posture américaine, qui n'était pas celle des États-Unis en 1918-1919, à l'époque le choix plutôt du retour à l'isolationnisme, c'est évidemment le contexte de la guerre froide. Il s'agit de faire en sorte que les Européens s'unissent, ou en tout cas cessent de se diviser, pour faire face à ce qui est la nouvelle menace du moment, l'Union soviétique. Je reviens à 1993. Le problème, évidemment, de la fin de la guerre froide, c'est qu'on va retirer du projet européen ce qui est en fait, pour une bonne partie, le fondement de sa justification initiale. L'unité des Européens pour faire face, en bloc, au péril représenté par l'Union soviétique. Alors évidemment, cette idée de paix, on l'a dit, elle est oubliée progressivement, mais elle est quand même toujours là. Donc la question qui se pose, c'est, en 1993, pourquoi fait-on l'Europe ? Le marché ne parle pas, le marché n'est pas sympathique aux gens, c'est pas une personne, on va pas manger avec le marché, enfin on sait pas qui c'est, et c'est pas vraiment quelque chose sur lequel on peut construire un projet fort d'intégration européenne. Et par ailleurs, si on se penche un peu plus sur des travaux qui sont des travaux de théorie politique ou de sociologie historique, on peut voir que bien souvent dans la formation d'un ordre politique, l'adversité, voire l'inimitié, Tristan Storm est là, il connaît bien Carl Schmitt, l'idée d'identifier
un autre menaçant, ou un autre qui permet en tout cas de nous définir collectivement comme étant un nous, bien la question de cet autre se pose en 1993 et dans la période qui est celle de l'après-guerre froide. On est dans une période clairement d'incertitude où l'on entend des discours souvent triomphalistes du côté, entre guillemets, occidental, qui annonce un nouvel ordre mondial unipolaire dans lequel il n'y a pas d'autre, en fait, une sorte de Pax Americana à l'époque. Francis Fukuyama n'annonce rien moins que la fin de l'histoire est le dernier homme. La fin de l'histoire, c'est quoi? C'est la victoire au plan politique de la démocratie libérale et au plan économique de l'économie de marché capitaliste. Et donc, c'est fini, l'histoire est finie, il n'y aura plus d'évolution dans un sens ou dans un autre, c'est ce que nous disait en 92 Francis Fukuyama. Au plan géopolitique, ça se traduit par un désintérêt progressif des États-Unis pour l'Europe, avec un désengagement militaire, économique, la logique de la concurrence entre blocs économiques qui commence plutôt à l'emporter, et un glissement des préoccupations sécuritaires américaines vers d'abord le Proche et le Moyen-Orient, et puis dans un second temps vers l'espace Indo-Pacifique. La donne évidemment change aujourd'hui avec l'Europe qui revient sans doute au centre. Et donc, comment réagit l'Union européenne à ce contexte mouvant, à cette disparition de la menace qui faisait communauté, d'une certaine façon? Alors dans mes travaux, j'ai développé une réflexion qui est évidemment quelque chose que je vous propose et dont on pourrait largement discuter, c'est que précisément la création des deuxième et troisième piliers permet de reconstituer un sens pour l'intégration européenne au travers d'une figure de la menace qui n'est plus forcément un État, qui n'est plus forcément l'Union soviétique ou le pacte de Varsovie, mais quelque chose qui devient beaucoup plus protéiforme, mais qui néanmoins permet aux Européens de faire communauté. Pour faire vite, et donc forcément de manière un petit peu simpliste, il me semble que l'investissement par l'Union européenne, non pas de la PESC, politique étrangère et de sécurité commune, mais des questions de sécurité intérieure, permet aux Européens de trouver le plus petit dénominateur commun autour desquels on peut commencer à discuter. C'est en particulier la thématique de l'immigration clandestine, qui émerge fortement à la fin des années 90, qui se développe encore plus dans les années 2000. C'est la question plus générique des frontières. Aujourd'hui, enfin, si vous regardez le Conseil européen du début du mois de février, on parle de quoi? On parle de financement par l'Union européenne de barrières et de murs aux frontières. Alors ce n'est pas encore totalement consensuel, mais si vous regardez les développements de l'intégration européenne, le secteur qui est probablement l'un des plus actifs, l'un des plus dynamiques, celui dans lequel les développements institutionnels, les investissements financiers sont les plus importants, c'est le secteur historiquement du troisième pilier, ce que j'appelle généralement la sécurité intérieure européenne. Donc, mon propos, c'est simplement de dire que la fin de la guerre froide ne fait pas disparaître l'autre menaçant, mais lui donne simplement une autre forme. Alors, on pourrait discuter du caractère instrumental ou non, je ne pense pas qu'il y ait une instrumentalisation de la chose, mais les Européens se retrouvent autour d'un projet qui est un projet relativement partagé et qui se cristallise, me semble-t-il, autour de la question des frontières. Or, qu'est-ce qu'un corps politique, si ce n'est une communauté bornée par des frontières? Donc c'est plus vraiment la question de la paix, c'est un glissement vers la question de la sécurité, mais qui permet de remplacer fonctionnellement la problématique de la paix comme moteur de l'intégration européenne. Voilà, à très gros traits. Ouais. Très très instructif. Donc je reviens rapidement sur juste pour être sûr que tout le monde puisse bien suivre. Donc les trois piliers. Donc c'était une construction intellectuelle du traité de Maastricht, conceptuelle si vous voulez. Donc dans le premier pilier qui était autrement plus large que les deux autres, il y avait l'Union européenne en gros et puis la communauté européenne. La communauté européenne. Devenue, qui changeait de nom en même temps en s'ajoutant deux autres piliers. Et donc ce deuxième pilier, vous en avez parlé du troisième, cette sécurité intérieure, on a bien compris. Ce deuxième pilier qui était donc en bel acronyme bruxellois, donc la PESC, donc la politique étrangère, sécurité commune, est-ce qu'elle n'a pas laissé est-ce qu'elle n'a pas été fondatrice aussi? Est-ce qu'elle n'a pas eu des débuts extrêmement prudents, mais qu'elle est aujourd'hui plus présente que jamais, en fait? Est-ce qu'elle n'a pas eu une évolution étonnante ces dernières années? Je serais tenté de dire
plutôt non, mais je ne suis pas moi spécialiste de la PESC, je travaille plutôt sur les questions de justice et affaires intérieures, comme on les appellera plutôt aujourd'hui. Je pense que si on compare le développement institutionnel, politique, normatif, dans ce qui constituait, parce que les piliers n'existent plus aujourd'hui, hein, ils correspondaient à l'époque à un montage effectivement juridique qui impliquait que les procédures législatives ou les procédures décisionnelles n'étaient pas les mêmes, avec l'unanimité et un rôle du Parlement tout à fait secondaire, voire absent, un rôle de la Commission très différent en termes d'initiative législative. La volonté, c'était de collaborer dans des domaines sans y appliquer ce qu'on appelle la méthode communautaire. Initiative législative de la Commission, codécision Parlement, Conseil. Et donc, les choses ont évolué. Aujourd'hui, on a supprimé les piliers. La règle générale, c'est la méthode communautaire. Le reste, ce ne sont que quelques experts. Mais si on revient à la substance, il me semble que les domaines dans lesquels il y a eu véritablement des avancées majeures, extrêmement rapides, parfois même pour moi, observateur, plus qu'étonnante, dans la capacité des Européens à s'entendre, à avancer, à mettre les moyens, à développer certaines choses. Je pense que dans ces domaines que j'appelle de sécurité intérieure, les choses se sont passées beaucoup plus vite et sont allées beaucoup plus loin que dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune, qui reste quand même, franchement, de mon point de vue, le parent pauvre de l'intégration européenne, où il y a beaucoup de déclarations, de prise de position politique, mais en fait assez peu de réalisation. Si on compare cela avec ce qui s'est fait par exemple autour du développement pour ne parler que d'elle, parce qu'elle est connue souvent du public, de l'agence Frontex, et sa mutation entre ce qu'elle est en 2005-2006 quand on l'a créée et ce qu'elle est aujourd'hui, ce n'est pas un corps de douane européen, comme un corps de garde-frontières européen, comme certains peuvent le penser, mais les augmentations budgétaires, en termes de moyens, de compétences, sont vraiment très 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 importantes. Je ne vois pas la même chose se passer en matière de politique étrangère et de sécurité commune ou en matière de politique de défense, parce que les acronymes bruxellois ont changé aussi depuis. Mais bon, s'il y a dans la salle des personnes qui travaillent plus spécifiquement sur la PESC, c'est peut-être l'occasion de réagir et de le dire, mais... Ce que je voulais dire, c'est en créant ce pilier, donc désormais disparu, mais en créant ce pilier, le traité de Maastricht a aussi tracé une voie vers la réflexion, du moins, sur une politique étrangère commune. Et en 2023, on se réveille dans un monde où on a tout intérêt à en avoir une. Donc, il y a quelque chose qui est lancé, même si elle était peut-être en sommeil pendant un bon moment. Tout à fait. Non, donc ça, effectivement, en ce sens-là, je peux que vous rejoindre, au sens où effectivement, et je l'ai dit d'entrée, c'est le moment pivot de Maastricht, c'est le fait que l'Union européenne est identifiée comme étant un acteur légitime qui a un rôle à jouer dans des domaines où, pendant des décennies, on a voulu la laisser à l'écart. Volontairement. Alors, ça s'explique. La préoccupation pour l'asile, la migration, on est en pleine guerre en ex-Yougoslavie. On a déjà des premières crises migratoires. En 92, l'Allemagne accueille un demi-million de demandeurs d'asile issus des Balkans. Donc, rien n'est neuf de ce point de vue-là. Et donc, vous avez des pressions de l'actualité qui sont celles-là. Si on parle de PESC, c'est évidemment parce qu'on est dans une période de bouleversement géopolitique où il faut redéfinir un cadre conceptuel politique dans lequel les Européens peuvent collaborer, en particulier dans le contexte où les États-Unis se retirent progressivement. Donc, oui, on fixe les bases. Ça je suis tout à fait d'accord. On crée la condition de possibilité de quelque chose. Tout ce que je dis, c'est qu'on crée plus que la condition de possibilité, on crée de la politique et du politique en matière de sécurité intérieure, ce qu'on ne fait pas nécessairement en matière de sécurité et de défense. Mais la boîte à outils est là. Potentiellement, elle est là. Et surtout, le premier pas, le premier jalon a été posé. Il ne reste aux Européens qu'à s'en saisir ou pas. Est-ce que le mot paix paraît quelque part en 1992 lors des négociations, la signature, la ratification? Est-ce que ça paraît encore? Je me souviens de Helmut Kohl qui disait bien sûr qu'on va faire la monnaie commune, c'est une question de guerre ou de paix. A trouvé ça extrêmement disproportionné. Mais à part lui... J'avoue que j'ai
j'ai pas en tête, mais c'est le problème des traités européens, c'est qu'ils se succèdent les uns aux autres. Aujourd'hui, le mot paix est présent, donc il est présent à l'alinéa 1 de l'article 2 sur les objectifs de l'Union européenne, là où la sécurité, au sens de l'espace, liberté, de sécurité, de justice, apparaît à l'alinéa 2 du traité, donc on voit, mais qui est avant le marché, qui arrive à l'alinéa 3, donc la séquence est en soi tout à fait révélatrice. Mais donc ça, je ne pourrais pas forcément rentrer dans une réponse dont je serais absolument sûr. Donc je préfère m'abstenir sur la place sémantique du mot paix. Voilà, on peut la laisser ouverte, cette question sans problème.